Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur Comics et on va parler de deux super omnibus qui sortent en mai. Le premier c'est Iron Fist par Ed Brubaker et Matt Fraction avec David Arra au dessin. Un trio de folie tout simplement et on va vous expliquer juste après pourquoi il ne faut absolument pas le rater. L'autre omnibus qui sort c'est Uncanny X-Force par Rick Remender cette fois. Et là encore, c'est un indispensable absolu, il faut absolument découvrir ces deux omnibus et on va vous expliquer plus en détail pourquoi. Générique. L'omnibus Iron Fist pour commencer. Alors c'est très simple, si vous connaissez pas du tout le personnage, Matt Fraction et Ed Brubaker, ils le refaçonnent complètement. Donc si vous n'avez jamais rien lu sur Iron Fist, eh bien vous pouvez y aller avec cet omnibus, tout vous sera expliqué et ce sera fastoche pour vous. Iron Fist, aux origines, c'est vraiment le blanc-bec qui fait du kung-fu et qui a le poing en feu. Ou en métal, ils ont appelé ça Iron Fist, mais bon, au niveau du dessin, ça ressemblait à une boule de feu, quoi. Donc, on n'a pas trop compris. Mais bon, le personnage, au départ, c'est vraiment juste ça. Et donc, ça va pas plus loin que ça, et même quand il va rentrer en team-up avec Luke Cage, et donc devenir les Heroes for Hire, donc les héros à louer en français, ben, c'est juste une tentative désespérée pour relancer ces deux personnages-là qui sont en perte de vitesse et qui, commercialement parlant, sont assez catastrophiques au niveau des résultats. Donc en fait, Iron Fist, c'est un personnage vraiment de fin fond de catalogue chez Marvel, et c'est un personnage qui a jamais vraiment été très exploité. Iron Fist, c'est Danny Rand, donc un blanc, un fils de riche, qui part en avion avec ses parents dans l'Himalaya. Bon, évidemment, ça se passe très mal, hein, ils vont se cracher. L'avion explose en 1000 morceaux, les parents, ils meurent, et il n'y a que Danny qui survit. Et il va trouver refuge dans la cité mystérieuse de Kunlun, située donc dans l'Himalaya. Et là-bas, eh bien, il va être recueilli par des moines, un peu comme des moines Shaolin, qui vont lui apprendre les mystères et les secrets du kung-fu, et qui vont lui révéler une légende, la légende du dragon Shulao, qui vit dans une caverne dans cette cité de Kunlun. Et eh bien, si Danny arrive à plonger son poing dans le cœur en fusion de Shulao, il en ressortira avec le pouvoir de l'Iron Fist. Bon bah Danny, comme c'est un blanc un peu colonialiste sur les bords, bah il accepte, hein, et puis il va obtenir le pouvoir de l'Iron Fist. Puis bah après il retourne à New York et bah il va tabasser des criminels. Inséré ici un petit extrait de Mosinor qui fait un scénario de Luc Besson. Vous aurez le prototype de Iron Fist au départ. Voilà, un taxi protège une pute en banlieue, c'est pas mal comme idée d'ailleurs. Ça fait penser à Taxi Driver. C'est quoi ça? Bon, vraiment, hein, je parodie avec Luc Besson et tout ça et je caricature à l'extrême, mais Iron Fist c'est très basique. Et en fait, le public sur lequel ça fonctionne, bah, c'est le public qui aime les films de Kung Fu, qui est un peu confidentiel à cette époque. Ça va quand même marcher auprès de ce public, parce que quand on aime le Kung Fu, vraiment, au niveau du dessin, au niveau du scénario, on sent un certain respect. Les films de la Shaw Brothers et les films de Kung Fu, la 36e chambre de Shaolin par exemple, tous ces films vraiment iconiques du Kung Fu, eh bien on sent un véritable amour pour ça. Et ça transparaît dans les planches. Même le costume, je veux dire, d'Iron Fist, clairement, il est inspiré par plein de costumes issus du cinéma traditionnel de Kung Fu hongkongais et chinois, et ça marche à pleine balle. Crever quand même. Malheureusement, il y a quand même un problème avec le personnage de Iron Fist. Il est très problématique à plein de niveaux et ça va se traduire au fur et à mesure des années. Pas tout de suite parce que c'est pas des problématiques dont on prend conscience à cette époque-là, dans les années 70 quand il est créé. Mais ça va arriver plus tard, ça va être mis sur le tapis au fur et à mesure que des personnes issues de la représentativité eh bien, vont commencer à parler sur les comics et les tendances un peu problématiques qu'elles ont eues. Parce que bon, un blanc-bec qui apprend le kung-fu, bon, ça passe encore. David Carradine, il faisait pareil dans la série télé kung-fu. Le problème, c'est que quand le blanc-bec en question se met à voler le pouvoir sacré d'une communauté asiatique, ça rappelle des heures assez sombres de l'histoire. Colonialisme, racisme, tout ça, quoi. Donc c'est un peu problématique à ce niveau-là. D'autant que, eh bien, dans les premières histoires d'Iron Fist, de ce que l'on en comprend dans les premières intégrales, dans les premiers récits, Danny Rand, c'est le seul à posséder le pouvoir de l'Iron Fist. C'est le seul à avoir réussi à s'approprier le pouvoir de l'Iron Fist en terrassant, en plongeant son poing dans le cœur bouillant de Shulao. Il y a un gros problème d'acculturation et d'appropriation culturelle derrière. Mais heureusement, lorsque Fraction et Brubaker vont reprendre la série dans les années 2000, alors le personnage est en désuétude complète. Je me souviens même plus les origines et les raisons qui motivent Marvel à relancer le perso. Je crois que c'est vraiment dans cette mouvance avec Daredevil qui prend du succès de relancer les personnages urbains. C'est très facile pour relancer un personnage urbain de prendre un personnage de fin fond de catalogue et bien de le confier à des scénaristes talentueux comme Brubaker et Fraction qui n'ont pas encore la popularité qu'ils ont aujourd'hui et bien de leur dire eh ben, on vous laisse carte blanche et faites ce que vous voulez avec le perso. Et donc leur objectif eh bien c'est directement de le moderniser puisque très rapidement ils nous représentent Danny, son histoire et très vite ils vont lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul Iron Fist et qu'il n'a pas été le seul Iron Fist. Il vient en fait d'une lignée d'Iron Fist. Plusieurs personnes, au travers des siècles, ont reçu ce pouvoir
et se sont mis à protéger différentes peuplades dans différents endroits du monde. Les principaux porteurs de l'Iron Fist étaient des personnages asiatiques. On va notamment avoir tout un chapitre sur l'une des porteuses de l'Iron Fist. Donc c'est vraiment le leitmotiv et le postulat de départ de Brubaker et Fraction sur le personnage d'Iron Fist. L'inscrire dans une généalogie, dans un héritage. Pour ça, ils vont quand même reprendre les bases très rapidement et très facilement pour nous mettre dans le bain. Au début, on commence dans les rues de New York. New York, c'est le contexte habituel d'Iron Fist. C'est là où il habite, c'est là où il fait son duo avec Luke. C'est là où on a l'habitude de le retrouver. Et donc c'est facile pour Brubaker et Fraction de nous réintroduire au perso de cette façon-là. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça permet d'avoir un point d'entrée hyper facile. Mais donc très vite, Danny apprend toute cette lignée d'Iron Fist, et il va notamment retrouver l'un de ses ancêtres, un autre membre de la famille Rand, eh bien, qui a aussi possédé en fait l'Iron Fist. Alors je vous spoil pas parce qu'en fait on l'apprend très vite, c'est dès la fin du premier chapitre. Donc vous inquiétez pas de spoiler là-dessus et pas de spoiler pour la suite. Mais voilà, il y a vraiment une histoire de généalogie et il y a aussi une réflexion sur ce blanc qui s'est approprié un pouvoir à un moment donné. On va en apprendre plein sur cet ancêtre et puis Brubaker et Fraction vont détricoter tout le fil de l'héritage et de la généalogie des Iron Fist. Il va s'en suivre ensuite un retour dans la cité de Kunlun, un grand tournoi, on va avoir un tournoi comme dans les films de kung-fu traditionnels, on va avoir de la conspiration, du mystère, plein de trucs classiques, des maîtres d'arts martiaux qui possèdent des pouvoirs incroyables. Alors attention, si vous êtes arachnophobe, vous risquez de passer un sale quart d'heure avec Iron Fist. Mais franchement, c'est génial parce que Brubaker et Fraction, ils se lâchent, ils développent tout un pan de l'univers, et donc ils donnent à Iron Fist un univers à part entière. Et un univers qui existe encore aujourd'hui, puisque toutes les séries Iron Fist qui ont suivi par la suite, eh bien, elles reprennent tous ces codes et toute cette mythologie que Brubaker et Fraction ont établie. Et bon, ça marche aussi parce que, à côté de leur talent en tant que scénariste, ils ont aussi David Aja. David Aja, vous l'avez peut-être déjà croisé sur le Hawkeye de Matt Fraction, parce que bah voilà, c'est là où ils se sont trouvés sur Iron Fist, et ils ont voulu continuer leur collaboration ensuite. David Aja, c'est un tueur, c'est clair et net. C'est un dessinateur qui a un style assez fin, proche de la ligne claire et d'un style assez européen en fait. Pas dans les codes du comics traditionnel, du comics mainstream, pas du tout, loin s'en faut. Mais il a un talent dingue pour décrire les scènes d'action, pour les mettre en scène, pour faire de la composition. Les coups sont percutants, il y a des planches qui sont juste magnifiques, incroyables, des doubles pages complètement folles, et même dès le début dans les rues de New York. Et après, il va s'amuser avec des designs complètement fous, et il va même retravailler en fait le design de Iron Fist de Danny Rand pour lui donner un costume un peu plus moderne et un peu plus cool. Et franchement, ça marche du tonnerre de Dieu. David Aja, c'est un tueur au dessin, c'est simple. Alors le problème, c'est que il va pas toujours être là parce qu'il a un rythme assez lent de travail, donc il va être remplacé par d'autres dessinateurs qui sont un peu moins bons et qui portent un peu moins en eux un amour du kung-fu. On est dans quelque chose d'un peu plus classique, on sent que ce sont des dessinateurs qui sont là pour remplacer David Aja, donc vraiment des dessinateurs filler comme on le dit. C'est un petit peu dommage là-dessus, ça manque un peu de tact et de panache que David Aja a su mettre sur la série. Donc voilà, Brubaker et Fraction, ils vont développer quelque chose, exploser tout un univers. Et ça, juste en 18 numéros. Alors attention, l'omnibus ne contient pas que les 18 numéros, il contient en fait tout le run, notamment les épisodes qu'un autre scénariste a écrit ensuite, où il a conclu certaines des trames que Brubaker et Fraction avaient mis en place. Parce que la série marchait bien à cette époque, Marvel n'a pas eu envie d'arrêter la série au moment où Brubaker et Fraction ont décidé de la quitter, ils ont donc continué. La suite est un peu moins bonne, faut quand même le dire, mais c'est très très cool en termes de récit d'aventure et d'action, et encore une fois ça permet de servir à Iron Fist un nouvel univers et tout un nouvel enrobage dans lequel s'inscrire. Donc c'est vraiment très très chouette et très sympa à découvrir là-dessus, et je vous conseille franchement de foncer dessus. L'omnibus c'est vraiment un récit complet de A à Z, vous aurez un début, un milieu et une fin, et en plus de ça vous aurez une mini-série sur certains des maîtres en arts martiaux que vous aurez croisés au cours de la série. Une mini qui est vraiment très très sympa, chaque épisode est centré sur un de ces personnages-là. Il y en a notamment un signé par Jason Aaron qui est vraiment fabuleux, et je vous conseille franchement de foncer sur cet omnibus. Pour moi, c'est pas compliqué, je suis fan de Kung Fu, je suis fan d'arts martiaux, et pour moi ce run Iron Fist, c'est juste une de mes lectures préférées. C'est dans mon top 10, top 20 des meilleurs comics que j'ai jamais lus. Donc vraiment, je vous conseille de foncer dessus. Si vous ne connaissez pas Iron Fist, c'est parfaitement accessible. Si vous aimez les super beaux dessins, et si vous aimez toute cette notion d'héritage, de généalogie, de s'inscrire dans une lignée, eh bien vous allez être servi parce que Brubaker et Fraction exploitent vraiment ce concept à fond. Donc c'est génial, je vous le recommande très très fortement. Et maintenant, pour le deuxième omnibus, on va partir dans une toute autre direction. Ici, on est sur Uncanny X-Force par Rick Remender. Si vous avez l'habitude du travail de Rick Remender, vous savez qu'il aime les ambiances noires, les ambiances violentes, et qu'il est un petit peu dépressif sur les bords, donc les ambiances dépressives, ça lui plaît pas mal. On va resituer quand même un petit peu le contexte comme pour Iron Fist. La X-Force, ça a toujours été un groupe assez obscur, celui chargé
des missions les plus violentes, les plus secrètes chez les X-Men. Vraiment, la division Special Ops, j'ai envie de dire, si on devait employer un jargon militaire. Donc les mecs, ils sont souvent sur des trucs dangereux, hyper explosifs, donc c'est pas très délicat. C'est une équipe qui a surtout été menée pendant très longtemps par Cable. C'est principalement lui le leader historique de la série, mais ici, Rick Remender change complètement le roster. En fait, on n'a que 5 membres dans cette équipe-là, et c'est vachement bien parce que ça permet de resserrer énormément les relations entre les persos qui vont être au cœur du récit. Donc c'est Wolverine, le leader de cette équipe, et il est accompagné par Psylocke, Deadpool, Fantomex et Archangel. Donc avec Wolverine, ça fait 5 membres en tout, et ce sont vraiment des personnages hyper dysfonctionnels. Des personnages violents, torturés, sombres, et c'est ce qui fait le kiff, justement, de Uncanny X-Force. Et en plus, leurs costumes, ils pètent la classe, ils sont gris avec des yeux rouges. C'est sublime. Bon, pour vous resituer encore un peu plus le contexte, à l'époque où la série Uncanny X-Force naît, les X-Men, et donc toutes les séries mutantes en fait, sortent du gigantesque crossover du Messie, qui a occupé à peu près 2 ans de publication. Donc c'est vraiment un long truc. Comme ma bite. Et comme souvent chez les mutants, le résultat, c'est que c'est le bordel. On va pas tout vous résumer dans les grandes lignes, mais en gros, les mutants, ils reviennent un peu à une apogée, ils reviennent un peu à un âge d'or, ils sont un peu plus nombreux après ce qui s'est passé suite à House of M. Et bien pour protéger justement ce paradis, cet Eldorado, cet âge d'or, Wolverine décide de fonder la Uncanny X-Force, une équipe violente qui se salira les mains pour protéger le rêve mutant. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué, si vous n'êtes pas à jour de la continuité X-Men et tout ça, Uncanny X-Force, fondamentalement, c'est pas du tout lié à la continuité, ou alors très peu d'éléments se raccrochent là-dessus. Donc vous comprendrez très facilement où on se situe, et ça fonctionne un peu en vase clos en fait comme série, donc il n'y a pas de problème à se poser là-dessus. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas à jour de la continuité X-Men, Uncanny X-Force, ça se lit très facilement, c'est très peu lié aux événements en cours à ce moment-là. Bon, et puis il faut bien le dire, de toute façon, les X-Men à cette époque-là, en termes de qualité rédactionnelle et en qualité de récit, vivent pas du tout un âge d'or. C'est nul! Les meilleures séries, ce sont les séries secondaires, comme la Uncanny X-Force dont on vous parle actuellement, et les séries principales ne sont vraiment pas folles dingues, ça explique pourquoi Panini ne les a jamais vraiment republiées en VF, parce que c'était pas dingue, il faut bien le dire. Je l'ai dit en introduction, Rick Remender, c'est un habitué des séries sales, des séries noires, des séries violentes. Et ici, il va appliquer sa formule sur Uncanny X-Force. Si vous pensez que l'univers Marvel, c'est que de l'humour et des blagues à la con et de l'optimisme, Uncanny X-Force va vous foutre en PLS, autant vous le dire tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Parce que, dès la fin du premier arc, même je crois dès la fin du premier épisode, il y a un moment choc qui va flinguer le moral d'à peu près tout le monde. Même un perso comme Deadpool, où vous pouvez vous dire « Ah, fait chier, il y a un déconneur dans l'équipe », pas du tout. Deadpool n'est absolument pas un blagueur dans la Uncanny X-Force, parce qu'il va être traumatisé pendant tout le run par cet événement choc qui arrive très rapidement au début de la série. Donc vraiment, les personnages ici sont traités avec sérieux, avec humanité surtout. La série est composée principalement de 5 membres. Mais le cœur du récit, c'est Psylocke, Fantomex et Archangel, qui forment une sorte de triangle amoureux, mais qui sont surtout le cœur vibrant et le cœur émotionnel du récit, parce que ce sont des personnages complètement fracassés et détruits par la vie. Pour vous donner encore plus envie, c'est là où j'ai appris à apprécier Psylocke. Parce que avant Psylocke, je suis désolé, mais c'était juste un personnage mis en avant pour sa plastique, et qui n'était pas du tout travaillé au plan psychologique, alors qu'elle a des liens avec Captain Britain et tout l'univers de l'Outre-Monde. Donc ça pourrait être un personnage super intéressant à traiter, mais fondamentalement, à part sa belle plastique et son super body, il n'y a jamais eu vraiment de développement sur le perso, et c'est hyper dommage. Et là, Rick Remender soigne vraiment le traitement. C'est un personnage hanté, qui a beaucoup de choses en elle, qu'elle porte beaucoup de traumatisme, et elle doit régler tout ça, et Fantomex et Archangel, ce sont un peu les mêmes personnages qu'elle. En fait, comme Psylocke, l'ensemble des personnages de la série sont vraiment torturés. Face au harcèlement que l'humanité porte sur les mutants, ils ont développé des carapaces, et leurs réactions sont à chaque fois très agressives et dans la violence. Et ça, en fait, ça porte vraiment le récit dans les thématiques, parce qu'on va alterner entre des moments calmes de réflexion sur les personnages, sur leurs traumas, et sur ce qu'ils doivent porter et comment ils doivent régler ces traumas, et des scènes d'action très violentes et super bien dessinées. Donc vraiment, c'est tout le casting de la série Uncanny X-Force qui est traité de cette façon-là, avec sérieux et avec beaucoup de respect, et beaucoup d'humanité. Concernant Fantomex, alors c'est un super robot de cuisine, vraiment. En plus, là, la saison d'été arrive, donc j'ai envie de vous dire, ça va être une bonne saison, des bons légumes bien juteux, bien croquants, bien gourmands. Donc, Fantomex, franchement, le meilleur robot de cuisine, foncez dessus. Ah non, merde, putain, c'est Moulinex, ça. Oh putain, quel con. Dans Uncanny X-Force, on va en apprendre beaucoup sur Fantomex. Fantomex, c'est un personnage que Grant Morrison a créé dans son run des New X-Men, qui est disponible en Icons et que je vous conseille très fortement. On en avait parlé dans notre vidéo des conseils pour débuter les X-Men. Donc Fantomex, au-delà de son nom complètement ridicule, c'est un personnage, pareil,
sur lequel on va en apprendre beaucoup. Parce que Morrison, quand il l'a créé, il n'en a pas développé énormément. On savait qu'il était le fruit d'une expérience, comme Wolverine, mais on n'en savait pas beaucoup plus. Et là, Rick Remender, il va se servir de son run et de son habitude d'écrire des personnages torturés pour le densifier, le complexifier et puis le rendre finalement attachant. Mais soyons clairs, Phantom X, c'est clairement le personnage le plus discutable de la série. Il fait des choix mais problématiques de ouf. Le moment choc, il arrive à cause de lui, notamment. Donc vraiment, Phantom X, c'est un personnage qui n'a aucune limite. Mais, parce qu'on va en apprendre beaucoup sur son passé et comprendre d'où il vient et ce qu'il a subi, eh bien, ces choix hyper discutables vont devenir intéressants. Et en tous les cas, si on ne les justifiera jamais parce qu'ils sont épouvantables, eh bien au moins on permettra de les comprendre. Et ça, eh bien, c'est une force du récit et c'est la force de Rick Remender. Prendre des personnages qui font des choix douteux et discutables, mais les explorer leurs failles et nous faire comprendre pourquoi ces choix discutables ont été faits. Et ça, c'est d'une pertinence et d'un talent assez fou, surtout dans l'univers Marvel, parce qu'un tel travail psychologique, c'est rarement fait dans les séries Marvel. Et au-delà de ça, au-delà des personnages, le récit est vraiment maîtrisé de A à Z en termes de rythmique et en termes de narration. On va alterner, donc comme j'ai dit, des grands moments d'action avec des moments plus calmes. On va passer et explorer beaucoup l'univers Marvel aussi. On va aller dans des endroits sales, des endroits poussiéreux, des endroits industriels, des usines. Bref, tout un tas de décors qui sont très différents les uns des autres et qui nous poussent à chaque fois à poursuivre notre lecture parce qu'on a envie de savoir quelle va être la prochaine aventure et quelle prochaine mission la X-Force va devoir accomplir. Donc vraiment là-dessus c'est palpitant, c'est géré avec un rythme de folie absolue. Et puis au niveau des dessins, je vous l'ai dit précédemment, on n'est pas en reste. Le dessinateur c'est Jérôme Opeña. Vous avez pu le croiser sur Fear Agent, déjà avec Rick Remender, sur aussi Seven to Eternity, avec Rick Remender également. Tous les deux, ils s'adorent. Vraiment, ce sont deux artistes qui se sont parfaitement trouvés. Ils ont une parfaite alchimie l'un avec l'autre. Et Jérôme Opeña, lui aussi, c'est un tueur au niveau des dessins. Il a des compositions, il a un truc assez cinématographique en fait, Jérôme Opeña. Il fait souvent des cases assez larges, des plans assez larges aussi. Et il nous plonge directement dans l'ambiance. Et puis surtout, il a un travail vraiment précis sur les personnages, que ce soit leur gestuelle ou que ce soit le rendu de leurs émotions. C'est hyper précis, c'est fin, c'est hyper agréable. Le problème, c'est que pour être aussi fin et aussi perfectionniste que ça, et bah forcément, Jérôme Opeña a un rythme un petit peu lent et il est remplacé à certains moments par d'autres dessinateurs un peu moins bons. Bon, il y a quand même Daniel Acuna dans le lot et Daniel Acuna, je l'aime d'amour, c'est un dessinateur fabuleux, mais il y a aussi d'autres dessinateurs qui sont un petit peu moins bons, style un peu plus brouillon, et donc parfois, les dessins c'est un petit peu compliqué, mais il faudrait surtout pas que ça vous rebute parce que Uncanny X-Force, vraiment, c'est une tuerie. C'est l'une des meilleures séries mutantes jamais écrites, soyons très clairs là-dessus. Ça a été écrit en plus dans une période où c'était un marasme absolu en termes éditorial pour les X-Men. Et vraiment, on vous recommande à fond la Uncanny X-Force. Dans l'équipe, c'est un coup de cœur absolu pour tout le monde. Et donc, foncez dessus parce que vous allez vous régaler avec cette lecture. Des personnages profonds, de l'action, des grands moments, des super beaux dessins. Vraiment, c'est inratable. Il ne faut surtout pas passer à côté. Dans cette vidéo, on vous a donc parlé de deux bijoux, de deux chefs-d'œuvre absolus qui arrivent en omnibus. Vous le savez, dans l'équipe, on n'est pas les plus grands fans du format omnibus, mais il faut absolument pas rater ces deux titres. Si vous ne les avez jamais lus, il faut foncer dessus. C'est vraiment de la super bonne cam. Si vous aimez les récits avec des personnages travaillés, de la mythologie, de l'exploration de thèmes intéressants et qui ne sont pas toujours très bien exploités chez Marvel, foncez dessus, vous ne regretterez absolument pas votre achat, on vous le garantit. Évidemment, c'est disponible sur Excalibur Comics. Et évidemment, ce sont des titres hyper accessibles. Si vous n'avez jamais rien lu sur les mutants, vous pouvez quand même y aller. Si vous n'avez jamais rien lu sur Iron Fist, vous pouvez foncer dessus. Iron Fist a eu une existence éditoriale qui est quasiment nulle en fait. Il n'y a quasiment rien à savoir sur le perso. Et tout ce qu'il y a à savoir dessus est réexpliqué par Brubaker et Fraction au début de leur run. L'Uncanny X-Force, évidemment, si vous connaissez un peu Wolverine, c'est mieux. Mais de toute façon, Rick Remender va vous réexpliquer les éléments. Et puis il y aura un texte introductif de la part de Panini dans l'omnibus pour vous permettre de comprendre les différentes choses qui sont mises en place justement dans cet omnibus. Donc vraiment, foncez dessus, on vous encourage à y aller, même si vous n'aimez pas trop les omnibus. Comme la pagination n'est pas très élevée, on vous encourage à foncer dessus. C'est un omnibus qui est assez pratique, qui va pas trop vous bousiller le poignet, donc franchement, allez-y, même si vous n'êtes pas fan du format omnibus comme nous, on vous encourage à y aller. Toute l'équipe Excalibur Comics espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire ces récits-là, ou au moins de découvrir les personnages de Iron Fist, et puis de découvrir cette Uncanny X-Force qui est vraiment unique en son genre. Aucune autre série X-Force n'a été dans cette ambiance-là, très ténébreuse, très noire, très sombre. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la page, à commenter aussi, c'est important pour le référencement maintenant sur YouTube de faire des commentaires, donc on vous encourage vivement à le faire, et on se dit à très bientôt sur Excalibur Comics, et n'oubliez pas, si vous aimez du manga, il y a aussi Excalibur Manga maintenant. Ciao!
parce qu'Iron Fist, il tabasse des criminels. Ça va être chiant, ça.